Donc en préalable, à mon intervention, je souhaite remercier d'abord les organisateurs, de ce colloque, international, ainsi que ma collègue, Emmanuelle Mazuillet, hein, qui m'a permis, d'intégrer, l'équipe de recherche, Traplanum. Et je suis désolée, mais j'ai une caméra qui ne fonctionne pas, donc la technique, est pas toujours au rendez-vous et je regrette bien sûr, comme mes collègues, lyonnais, de ne pas pouvoir être, présente. J'aurais bien aimé voir les érables, dans leur couleur automnale. Ce sera pour une autre fois. Voilà. Alors il faut quand même que je replace ma communication, sur, le modèle français. Même si je vous donnerai des exemples au niveau international, ma réflexion est surtout, franco-française. Alors, j'ai besoin d'abord de vous rappeler quelque chose que vous savez probablement, mais qui me paraît important. C'est que c'est la Constitution de 46 chez nous qui, reconnaît dans son préambule que tout homme, peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action, syndicale et adhérer au syndicat de son choix. C'est très important, d'abord parce que c'est un droit constitutionnel, donc au niveau de la hiérarchie des normes, on peut difficilement trouver mieux. Et cette affirmation, elle résume aussi la conception française du droit syndical, à savoir que c'est un droit d'origine individuelle sur le plan juridique. C'est une liberté et c'est une liberté individuelle. Ceci étant, la France est caractérisée par l'absence d'un syndicalisme unifié et puissant, vous le savez aussi, et le taux de syndicalisation, eh bien, il est, relativement faible et les résultats aux élections professionnelles, vont être, ces résultats, le premier élément qui va caractériser, l'importance, du, syndicat. Pour, avoir une bonne audience, en entreprise, il faut la présence de militants, mais il faut également, des gens qui soient bien implantés, dans, les entreprises. Et actuellement, en France, il y a une petite, régression de cette implantation, syndicale, mais paradoxalement, quand on fait des enquêtes, on s'aperçoit toujours que les gens sont très attachés à l'action syndicale et au syndicalisme. Donc comme quoi l'économie des plateformes met à l'épreuve, toutes ces pratiques, syndicales, dans la mesure où le modèle économique que constituent les plateformes numériques de mise en relation, ne correspondent pas effectivement, à ce que connaissent les organisations syndicales d'un point de vue, traditionnel, ou historique. Mais il faudrait quand même pas croire que les syndicats ont toujours eu un temps de retard. En fait, ça fait longtemps qu'il y a un éclatement des collectifs, qu'il y a une précarisation, du travail salarié et les organisations syndicales, bah, s'y sont adaptées. Cette fois-ci, ce qui est vraiment très, très différent peut-être, vous allez le voir, c'est l'hétérogénéité, pardon, de la population et c'est surtout l'absence de la figure, de l'employeur. C'était notre collègue, Christophe de Gries qui l'avait souligné, lors d'un colloque, au printemps dernier et c'est une réalité. L'absence de matérialisation de la figure de l'employeur est quand même un problème réel. Alors, il apparaît donc, avec les plateformes, qu'il y a un peu un mouvement, de brouillage, des frontières entre le salariat et le travail indépendant et ça, c'est un enjeu majeur, pour les organisations syndicales, dans la mesure où, bah, elles ont un peu de mal, effectivement à se positionner. Mais dès le début, notamment, sur les plateformes de mobilité, comme, le signalait, ma collègue de Toulouse, eh bien, elles vont utiliser, ce qu'elles connaissent depuis le 19e siècle. C'est le pouvoir, symbolique du droit et on va à chaque fois aller, comme l'a souligné d'ailleurs, Emmanuel, on va aller, devant le juge pour mobiliser, les règles existantes et voir, les résultats qui pourraient en sortir. Et là, ben, les syndicats, c'est ce qu'ils ont fait pour les grandes plateformes de mobilité. Plus difficile, va être, ce type, d'action, vis-à-vis, des micro-travailleurs, hein, dans la mesure où, voilà, c'est là où le bât blesse, c'est, comment en fait arriver à organiser collectivement un travailleur qui par essence est mobile, qui a été rendu invisible et qui est dans une entreprise virtuelle. Ça fait quand même beaucoup de challenge.
On est très loin, de l'espace matérialisé, de l'usine, de l'établissement ou de l'entreprise. Il y a pas d'unité de lieu, il y a plus d'unité d'espace et naturellement, je l'ai déjà dit, il y a plus l'interlocuteur, naturel. Donc, le travail des plateformes, il va, amener, les syndicats à être sur un terrain qui est plutôt celui du droit économique, que celui du droit social, qu'ils connaissent bien et va effectivement, modifier, toutes les modalités qui ont été mis en place, sur, le long de leur histoire pour effectivement, encadrer, et développer à la fois un dialogue social, mais des avancées sociales pour ce type, de population. On rappelle rapidement, parce que c'est important, que le micro-travailleur et le micro-travail, ça se caractérise, Emmanuel l'a dit, par une fragmentation, d'une activité en des petites vraiment dans une masse de minuscules tâches qui sont distribuées par une plateforme numérique à un groupe important et non spécifié de travailleurs. Donc ce sont des petites tâches, c'est une rémunération qui n'est pas fixe, qui varie en fonction du nombre de tâches effectuées et c'est surtout une grande variété de types et de modèles commerciaux. Emmanuel a insisté là-dessus. Donc, les caractéristiques des micro-travailleurs, c'est d'être invisible, mais mais en même temps d'avoir une visibilité, c'est tout le paradoxe. C'est des tâches multiples et différentes, c'est peu ou pas de fidélisation dans les plateformes, c'est une dimension transnationale, c'est une fragmentation, de la communauté, des micro-travailleurs, c'est une surreprésentation de gens jeunes, qualifiés ou non, mais il y a aussi des salariés, il y a aussi des retraités. Il y a pas d'acquisition de compétences professionnelles et avec ces micro-travailleurs, il y a des micro-gains, qui constituent soit un complément, de revenus, soit au contraire une ressource principale et comme l'a dit Emmanuel, il y a pas de contrôle de temps de travail, c'est un travail à domicile principalement, d'où, la tendance à les faire rentrer, dans le giron, des travailleurs, à domicile et il n'y a aucune interaction, entre eux. Le problème, c'est que les perspectives, hein, elles sont plutôt dans le sens d'un très grand développement, du travail, des micro-tâches et des micro-travailleurs puisque, la Commission européenne considère qu'en 2021, il y avait plus de 28 millions de personnes qui, dans l'UE, travaillaient, par l'intermédiaire de ces plateformes et qu'en 2025, ce nombre pourrait atteindre 43 millions. C'est énorme, c'est une croissance exponentielle et c'est surtout, des recettes qui sont estimées, en milliards, d'euros, ce qui arrangerait beaucoup la gestion des finances, françaises d'ailleurs, hein, tous ces milliards, d'euros. Mais on voit apparaître aussi, une zone grise parce que, pour de nombreux travailleurs, parce que ça change complètement et ça c'est super important d'un point de vue économique, le fonctionnement du marché, du travail et puis, parce que ça pose vraiment des défis, pour, ces, travailleurs. Donc, vous imaginez, les syndicats en face, il va falloir, véritablement qu'ils s'adaptent. Alors je ne reviendrai pas sur le statut des travailleurs, des plateformes, puisqu'Emmanuel a rappelé que pour les grandes plateformes de mobilité, il y avait une intégration, dans le droit, du, travail. Ce que je peux vous dire, c'est que pour les micro-travailleurs, la France, elle est plutôt sur une vision, relativement, restrictive des choses. C'est-à-dire qu'elle a du mal à les imaginer, comme étant, sur un modèle, qui intégrerait, le droit du travail. Elle veut bien un modèle social, mais qui soit fondé sur l'indépendance, avec des droits renforcés. La directive, du, 14 octobre 2024 que développeront mes collègues, après moi, eh bien, entraînera forcément des changements au niveau, juridique en France, puisqu'il faudra que la France, adapte la directive, au droit, national. Mais en attendant, c'est plutôt, relativement restrictif et le modèle, c'est un modèle, d'indépendant. Ceci étant, les syndicats, ils ont pas lâché le morceau et ils l'ont d'autant moins lâché que, les plateformes, au départ, elles prônaient, une libération, des salariés de l'entreprise. Elles leur disaient qu'elles allaient sortir d'un management aliénant.
Mais dans les faits, les micro-travailleurs, ils sont, précarisés et ils sont, dépendants. Il y a eu aucune amélioration en matière, de gestion et au contraire, les plateformes, elles fragilisent les liens sociaux, elles privent, ces micro-travailleurs, de pouvoir construire, des projets sur du long terme et elle facilite pas, une organisation volontaire ou une visibilité au niveau des pouvoirs, publics pour améliorer les revenus ou, tout simplement pour avoir, un projet, professionnel. Il y a indéniablement un phénomène d'asymétrie d'information entre, les plateformes et les micro-travailleurs et c'est bien là-dessus, que les syndicats, vont intervenir. Dès lors, le problème, il est le suivant, c'est comment et qui pour assurer la protection de ces travailleurs? Est-ce qu'on peut imaginer une structuration collective de cette population? Est-ce qu'il y a une capacité réelle dans notre société, civile à défendre collectivement leurs droits et à être représentés? Et selon quelle logique, hein, des individus qui sont isolés, qui travaillent pour une entreprise virtuelle, pourraient se réunir, puis s'unir pour la défense d'un projet, revendicatif commun? Comprendre, toute cette logique, ça implique de s'intéresser à comment apparaît un mouvement de protestation, comment un individu en vient à prendre part à une action collective et quels sont les risques d'échec et les chances du succès, d'une telle action. Je ne pense pas que je puisse beaucoup, développer, mais il faut quand même que vous reteniez que, déjà il faut des motivations individuelles pour, qu'il y ait, un mouvement de protestation. Il faut que ça passe aussi par une participation effective, que l'action peut être très coûteuse et qu'on n'est pas sûr, des, résultats et que la mobilisation, elle doit être accompagnée et que, quand on analyse des facteurs de participation à un projet, collectif, eh bien, se pose la question des composants à la fois, rationnels et irrationnels de l'action et puis bien sûr, on en a déjà parlé, des incitations, collectives. D'autre part, comment un individu va décider de prendre part à une action collective? Alors là, c'est un processus de construction qui est relativement, qui est un processus de construction des indignations, collectives et c'est un processus qui va pas de soi, qui surgit pas spontanément. Donc c'est pour ça que, des structures, des corps intermédiaires comme les syndicats ont une fonction, réelle, à ce niveau-là. Il y a, d'autre part, il faut disposer de ressources, sociales et intellectuelles et politiques. Il faut, disposer d'une organisation, il faut qu'il y ait de la cohésion, il faut qu'il y ait de la communication et on l'a souligné, nos micro-travailleurs, ils sont isolés, ils sont chez eux, ils sont pas, sur un lieu, commun et puis il y a une réelle, pardon, difficulté, de la mobilisation. Parce qu'il faut savoir maîtriser un mode d'action, il faut savoir défiler. Et oui, ça s'improvise pas de savoir défiler dans la rue, il faut organiser un meeting, faut élaborer des pétitions et cetera. Donc tout ça, structure l'action collective et tout ça n'a rien de naturel et dès lors, c'est quand même quelque chose de relativement, complexe. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, cette difficulté, elle n'a rien, empêché du tout. D'abord parce que les organisations syndicales, notamment en France, si elles défendent depuis le siècle dernier les salariés subordonnés à des employeurs, elles ont, à un moment donné de leur histoire, tenu compte d'une notion plus vaste qui était celle de travailleurs. Et en fait, les plateformes, c'est ni plus ni moins qu'une nouvelle forme d'externalisation de l'emploi qui repose sur des travailleurs juridiquement non salariés, mais on a bien le mot travailleur et le droit, d'organisation collective, des travailleurs, même indépendants, ne pose pas de problème d'un point de vue juridique. Il peut être inséré dans le droit syndical ou dans le droit, d'association et ce droit d'organisation, il est fondé, en droit international, sur la liberté, syndicale. Ce qui pose des difficultés, ce sont les modalités de mise en œuvre de ce droit et ça peut se faire de 2 façons. C'est Isabelle, Dogaray, qui développe, largement, ce point de vue, dans un rapport, justement sur les travailleurs des plateformes. Soit il y a une insertion, dans les syndicats de travailleurs,
ou au contraire, il y a la création d'organisations ad hoc. Et ce qu'on constate aujourd'hui, enfin, c'est un temps T, hein, les choses peuvent évoluer, c'est que ces 2 modes coexistent, ce qui certes complexifie les jeux d'acteurs et le dialogue social. Alors, l'insertion dans les structures existantes, eh bien, je l'ai déjà dit tout à l'heure en intervenant pour répondre aux questions qui étaient posées. Les grandes centrales syndicales françaises, elles vont intégrer les travailleurs des plateformes, que ce soit FO, que ce soit la CFDT, que ce soit la CGT, que ce soit la CFDT. Ceci étant, je le répète, l'ensemble des, syndicalistes ne sont pas forcément favorables à cette, intégration, mais la majorité, oui. Ce qui permet effectivement, de voir apparaître, dans les organisations syndicales, des avec des permanents, syndicaux, traditionnels, bah, des gens, qui, sont, des travailleurs, de plateforme et on peut espérer que ça aille, sur les micro-travailleurs. Et puis à côté, eh bien effectivement, il y a des modes d'organisation, qui sont plus spécifiques. Ça vient en partie du fait qu'on a une population jeune qui est pas forcément, sensible, au discours syndical, qui s'en méfie, parce que souvent ils ont eu des parents qui ont été très déçus par l'action syndicale. Heu, Vous trouvez, des phrases du type, «Pourquoi j'adhérerais à un syndicat alors que le syndicat a empêché, la fermeture de l'entreprise, de mes parents?» Donc, c'est sûr qu'il va falloir, moderniser, le discours quand on est un syndicat, traditionnel. Mais ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que ces jeunes, eh bien, ils utilisent, hein, ce qu'ils connaissent le mieux, eh ben, c'est les réseaux sociaux, c'est, Facebook, c'est WhatsApp, c'est d'autres applications, spécifiques, avec des feuilles de calcul, de, Google et on arrive, avec, eh bien, des plateformes comme, Turkopticon où, les crowdworkers, ben, vont échanger, sur, leur réalité, sur, leurs besoins, sur leurs envies. Ça existe absolument, sur, tous les pays, de la planète puisque la problématique est internationale et il y a des forums, pour les plateformes de micro-travail, spontanément, hein, qui sont créés même, par les plateformes et les travailleurs, ils se sont tournés, vers des forums de discussion ou des sites de médias sociaux, soit parce qu'ils ont besoin de conseils, soit c'est pour suivre les discussions, qui portent sur la difficulté les difficultés qu'ils rencontrent et le BIT, s'est largement intéressé, à cette problématique-là et montre bien, qu'il y a quand même, une volonté, de structuration et une volonté de recherche d'informations et d'échange d'informations. Alors, c'est vrai pour, la France, c'est vrai, pour, les autres pays, de l'Union européenne. Il y a vraiment une ça bouge. Alors, bouger ne veut pas dire, que tout est solutionné. Notamment, les syndicats, ben, il faut qu'ils s'adaptent et ce sera le challenge des années à venir et pour conclure, moi j'aime bien, cette phrase d'un syndicaliste de Sud qui dit, «On est sans doute moins rapide à évoluer que le capitalisme. On prend le temps de la réflexion, du débat et on essaye de se mettre en ordre de bataille». Donc on fait confiance à la capacité, de bataille, et de lutte, des, syndicats, traditionnels. Voilà ce que je voulais que vous reteniez, de mon intervention. Je vous remercie de votre attention.